Et ensuite, tout le pari, c'était de dire on va faire venir nos clients dans le Chablais. Avec le temps, on analyse comment on évolue dans la vie. Moi, je sais que quand j'étais encore étudiant en optique physiologique, je me levais tôt le samedi matin pour aller écouter des entrepreneurs comme Benetton, des politiques comme Rocard. Et puis là, tout le monde vient me voir en me disant tu l'as vendu. Je lui dis pourquoi vous ne le vendez pas d'habitude. Il me dit on n'y est jamais arrivé. Donc quelqu'un qui est très bon à l'œil nu, il devient incroyablement exceptionnel sous un système des loupes ou microscope. Et puis là, sincèrement, je me suis posé la question, j'ai dit, purée, là, on va jamais s'en sortir. Et là, je dis, bon, soit je change de modèle, soit je pense différemment, et j'ai une chance de survie, soit je continue, et je vais dans le mur. Donc autant arrêter tout de suite. Et les gars, ils te regardent là, ils te disent, ouais, Cette fois, il a pété un câble. Ouais, là, il a rien compris. Du creux, là, il est fou. Aujourd'hui, dans Chablaisien, le podcast, je vais rencontrer quelqu'un d'influent dans le monde des affaires du Chablais, puisqu'il est président du groupement des industriels du Chablais. Je veux parler de Philippe Ducreux, mais il n'est pas que président, il est également entrepreneur depuis moult années. Philippe, bonjour. Bonjour Michel. Comment vas-tu? Bien. Bien. Dis-toi. Bien ou bien? Écoute, bien, j'ai envie de te dire. Donc, comme je viens de le dire dans mon petit préambule, Philippe, tu es entrepreneur, mais tu n'es pas originaire du Chablais par contre. Non, je suis forésien. Ah, le Forêt. Le Forêt. Donc, tu es arrivé... le Forêt, c'est vers Saint-Étienne, c'est ça? Le Forêt, c'est vers Saint-Étienne, oui, le maillot vert. Et donc, bonnes tables. Tu es arrivé dans la région il y a un peu plus de 10 ans? Oui, il y a 14 ans aujourd'hui. Et comme je le disais également, tu es entrepreneur. Donc, tu as eu plusieurs entreprises et plusieurs carrières. Et tu as commencé, je crois, ta carrière professionnelle dans le monde de l'optique. Je suis opticien de formation. J'ai commencé comme vendeur dans un magasin d'optique. Oui. Voilà. En remplacement au début à Saint-Étienne et puis après à Paris. Bon, voilà. Et donc, du coup, tu as vraiment fait les études d'opticien, quoi. Oui. C'est dans le Jura, ça, non? Dans le Jura, à Moret, la capitale de la lunetterie. D'accord. Ok, on apprend des choses. Hein. La capitale de la lunetterie, pas loin de Saint-Claude. Pas loin de Saint-Claude, la capitale du diamant. D'accord. Je vois que mon ami Philippe Ducreux, aujourd'hui, est plutôt en mode rigolo. Mais c'est bien, hein, c'est bien. Il faut à un moment donné, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Tout à fait. C'est bien ça. Donc, il y a plusieurs choses, moi, qui m'intéressent aujourd'hui dans cet épisode. C'est le côté donc entrepreneur et le côté homme de réseau. Parce que tu as quand même cette réputation-là aussi d'être un homme de réseau. Donc, comment est-ce qu'il y a une dizaine d'années, tu débarques dans le Chablais? Alors, avant le Chablais, il y a eu Paris. Donc Paris, c'est-à-dire dans ma carrière professionnelle, j'ai commencé à travailler, à faire des remplacements dans l'optique dans la Loire, parce que c'est mon département d'origine. Avec ma femme, on est parti, qui était ma petite amie à l'époque, on est parti à Paris. Elle faisait ses études à Paris. Donc j'ai commencé à travailler à Paris, en magasin d'optique. Et puis après, j'ai intégré plutôt l'industrie de l'optique sur Paris. En 97, je me suis associé. Donc j'avais une boutique à Paris, un magasin d'optique, un centre de lentilles de contact et une production de lentilles de contact. Donc tout ça dans Paris. Et après, avec les enfants, 3 enfants, dans Paris, on vivait dans Paris, ça devient un petit peu compliqué. Donc le projet familial était de quitter Paris sur une région qui nous plaise. Et avec plus, parce que là où la vie serait plus simple aussi pour les enfants. Parce que Paris, en tant que touriste, c'est sympa, quoi. On y va 2-3 jours, mais c'est vrai qu'à vivre avec des enfants, et quand tu parles de Paris, tu parles de Paris... Intramuros. Intramuros, donc effectivement. On était à Saint-Lazare, donc oui, c'est... Oui, donc là, il y a une vraie remise en question. Tout à fait. Des choix de la famille. Et donc, j'ai suivi ma femme. On lui a proposé un job, je dirais, dans la région. Donc sur Suisse. Donc on est arrivé dans la région, on a fait le tour du lac en disant est-ce qu'on va vivre côté Suisse,
côté suisse ou côté français, première question. Donc on a choisi de côté français. Moi, c'est plus facile aussi pour les entreprises. C'était plus facile pour les entreprises à l'époque. Ouais. Et ensuite, on a dit, est-ce qu'on vit plutôt sur côté d'Yvonne, plutôt Chablais. Et ben, pour nous, la montagne, c'est plutôt les Alpes. Donc on s'est dit, Chablais, et on s'est posé à Évian. C'est vrai que le Jura, tu connaissais un peu. Donc... Et le Jura, je connaissais, mais c'est pas les mêmes montagnes. C'est pas les mêmes montagnes. Les pistes noires sont un peu moins noires. Sont grises. Et donc on est arrivé comme ça dans le Chablais, et un an après l'arrivée familiale, j'ai transféré les entreprises de Paris, où ce qui est là aujourd'hui, c'était Avenue de l'Opéra, donc ça a changé beaucoup de choses, puisqu'on est passé de l'Avenue de l'Opéra avec un monde fou tout le temps, quasiment 24-24, prestige, et on est arrivé à Larringe. À Larringe, oui, mais enfin pas n'importe où quand même, il me semble. Pas n'importe où, dans le château de Larringe. Ouais. Donc c'était un beau site, et ensuite tout le pari, c'était de dire on va faire venir nos clients dans le Chablais pour leur faire découvrir nos produits et ce que l'on met en place pour eux. Parce que ça, c'est intéressant ce que tu dis, c'est un vrai pari. C'est un vrai pari. Parce qu'on va expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui précisément. Est-ce que tu as transféré comme entreprise? Tu n'as pas transféré un magasin d'optique, on est d'accord. Entre-temps, ton business model, on va parler un peu comme si on était des hommes d'affaires, ce qui n'est pas vrai. Ton business model avait changé. Comment est-ce que tu passes justement d'un magasin d'optique, tu as développé une production de lentilles de contact, etc., à ce que tu fais toujours aujourd'hui finalement? Oui, alors quand je me suis associé pour créer développer la partie optique du centre de lentilles de contact, développer l'entreprise, et dans les comptes de l'entreprise, dans la présentation de l'entreprise, je n'avais pas vu qu'il y avait des loupes qui étaient vendues pour les chirurgiens dentistes, puisqu'à l'époque, ils en vendaient tellement que ça ne se voyait pas dans les comptes. Ah oui, c'est-à-dire que tu en vendais 2 par an. Donc oui, même pas. Ce qu'on appelle des loupes binoculaires. Des loupes binoculaires. Et donc mon associé, on était 2 associés, mon associé voulait arrêter cette partie-là, en disant que ça ne marchait pas. On a pris les choses en main, et puis on a commencé à développer fort la partie loupe binoculaire, et à tel point qu'on a créé une autre structure qui gérait cette partie-là. Donc c'est ce qui est là aujourd'hui, c'est-à-dire c'est cette partie-là que j'ai racheté à mon associé et transféré ici. Et la partie magasin d'optique, ça a été revendu à une chaîne d'opticiens. Donc c'est en développant au départ les loupes binoculaires, puis quelques années après, le fabricant, on est devenu leur plus gros marché, le plus gros client. Donc on est devenu même le grossiste répartiteur, et puis ensuite ils sont venus nous voir pour les microscopes opératoires. Et on a développé ce marché du microscope, qui est un marché qui n'existait quasiment pas il y a 15 ans. Donc là, le microscope opératoire, c'est quelque chose qui est, en tout cas en ce qui te concerne, destiné aux dentistes, choses comme ça. Oui, nous, notre marché, sur les microscopes opératoires, c'est le marché dentaire. Sur les loupes binoculaires, on attaque tout type de marché, c'est-à-dire que ce soit dans le médical, la chirurgie, ça peut être l'industrie. La place Vendôme, tous les joailliers de la place Vendôme utilisent nos systèmes de loupe binoculaire. Donc tous les métiers qui ont besoin de précision en vision de près. Et du coup, là, on note déjà dans ce que tu expliques cet esprit de rebond, cet esprit d'entrepreneur qui arrive à trouver des marchés et à faire évoluer son entreprise. Ça, c'est important quand on est entrepreneur, non? Oui, c'est important. Après, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire qu'avec le temps, on analyse comment on évolue dans la vie. Moi, je sais que quand j'étais encore étudiant en optique physiologique, je me levais tôt le samedi matin pour aller écouter des entrepreneurs comme Benetton, des politiques comme Rocard, parce que pour moi, c'était... J'étais curieux. J'étais curieux. Et ensuite, c'est arrivé... Et tu avais des cheveux? J'avais des cheveux à l'époque, oui. Donc, je me permets juste. Ça rime, belle rime d'ailleurs. Oui. et du coup, déjà, donc, je t'ai coupé, je suis un peu désolé, mais cette idée d'apprendre, quand tu es étudiant, tu l'as déjà. Je l'ai déjà, et puis dans mon schéma de pensée, c'était de dire un jour, je veux être... Mon objectif, c'était aussi d'être entrepreneur. C'est-à-dire, j'avais... déjà à l'époque? Oui, j'avais... mon souhait, c'était à terme d'arriver à gérer une société, à moi.
Et pourquoi? Je sais pas, je suis un fils d'entrepreneur peut-être, j'ai vécu depuis tout bébé avec ça. Qu'est-ce qu'il Donc, faisait, ton papa? mon père était fabricant de cravates. Ah, Donc on n'est pas des bons clients, hein. aujourd'hui, non, la part de marché autour de la table est de 0%. D'accord, ton papa a une entreprise de cravates. Avait une entreprise de cravates et quand il l'a vendue, il n'y avait plus que 2 fabricants en France de cravates. Ouais. Et donc lui, à l'époque, il était installé dans le Forêt. Il était installé dans les monts du Lyonnais, le pays des soyeux lyonnais, là. Ouais. Et puisque les grands fabricants de tissus cravates étaient dans mon village natal, qui est la capitale de la cravate aujourd'hui, et Qui s'appelle Panissière. Panissier. Panissière, Voilà. capitale de la cravate. Et toujours aujourd'hui? Il y a encore des fabricants de cravates là-bas? Je pense qu'il y a des fabricants de tissus cravates qui doivent confectionner de la cravate. Encore. Encore. Mais Alors, il y a un pour trouver- musée, il y a le musée de la cravate. Bon. Voilà. Et pour trouver une cravate de panissière aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, à moins de venir chez toi. Il faut aller au musée de la cravate. J'imagine qu'il y en a plein tes placards. Oui. Parce que c'était de la qualité, j'imagine. Oui, et puis bon, on les garde aussi par rapport au... Il y a un aspect souvenir familial. affectif, oui, Ouais, c'est ça. bien ouais, sûr. ouais. Et donc, voilà. Tu fais tes études supérieures. Hein. L'optique, c'est des études supérieures. Ouais, C'est après le bac, c'est. Je sais pas. Hein. C'est un BTS opticien, c'est un diplôme en 2 ans. Ouais. Donc c'est un BTS. Et puis après, on pouvait continuer à l'époque en optique physiologique. Donc ça, c'est ce que t'as fait. c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai continué jusqu'en licence. Il Voilà. existait la licence. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de passer la maîtrise en candidat libre, puisque la maîtrise apparaissait. Donc aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Hein. Oui. Mais du coup, déjà pendant cette période-là, voilà, le monde de l'entreprise, créer quelque chose, c'est déjà dans ton esprit. C'est dans mon esprit, mais je n'y vais pas tout de suite. C'est-à-dire que j'ai fait mes armes dans un centre de lentilles de contact qu'on m'a demandé de créer quand j'étais tout jeune. T'avais quel âge? Pour un fabricant, j'avais 24 ans et Ah oui, 25 ouais, ans. ouais, ouais. 25 ans, j'étais dans une PME qui est une PME familiale. Et donc j'étais le seul opticien, je faisais les conférences, je faisais l'adaptation. Et c'est comme ça qu'on m'a un peu connu sur le marché de l'optique. Et ensuite, j'ai été débauché par Essilor, le verrier. Qui est un fabricant. Qui est le leader mondial Voilà, des verres. ça pèse. Ça pèse, c'est l'inventeur du verre progressif, donc c'est Varilux. Ça, les jeunes qui nous écoutaient, vous verrez ça à partir de 40 ans. Oui, un peu. À peu près, hein. Vous viendrez tous au Varilux. Bah oui, oui, oui. Ou d'autres marques. Mais, Et comment est-ce qu'on reconnaît un verre Varilux? Tiens. tous les verres progressifs sont gravés. Mais où ça? Sur le verre? Sur le verre, oui, une petite gravure laser juste sur le côté, donc sous un microscope oui. opératoire, on peut voir la gravure. Mais moi, comme ça, à l'œil nu, je le vois pas. Non. Mais toi, tu peux le voir. Moi, je peux le voir. Tu surveilles ça. Oui, mais en fait, sur le marché, il y a énormément de fabricants de verres, puisque Essilor est l'inventeur. Mais aujourd'hui, tous les fabricants ont des verres progressifs. Sont passés dans le domaine public. Alors, il y a toujours des brevets, mais parce qu'il y a beaucoup d'évolutions. Beaucoup d'innovations. Il y a beaucoup d'innovations sur le verre optique, sur les traitements. Et tout le truc, le verre, c'est transparent, donc ça ne se voit pas forcément facilement. Ben non. Mais c'est du confort de port, c'est de la largeur de champ, je dirais, c'est du... Et tu es resté donc chez Essilor au marketing, hein, grosso modo aussi. J'étais au marketing produit, oui. Marketing technique, au début, ils m'ont embauché pour la technique. Parce que, oui, voilà. Malgré tout technicien, finalement. J'étais technicien, j'avais du mal à évoluer par la technique parce qu'ils voulaient toujours me mettre en technique. Ouais. Et en pensant que j'étais peut-être pas un bon... Cataloguer à 25 ans, c'était un peu dur pour toi. C'est un peu dur, oui. Après, j'ai eu une belle formation, ils m'ont fait une formation à l'ESSEC, donc sur le management d'entreprise, et ce qui m'a donné aussi envie d'aller plus loin qu'après à titre d'entrepreneur. Et comment est-ce que tu fais le switch entre salarié, avec une situation confortable, j'imagine, à l'époque, et ce saut qui, pour la plupart des gens qui n'ont jamais créé d'entreprise, est un peu un saut dans l'inconnu. En courant au bois de Boulogne. Bon, voilà. Bon, très bien. Et donc, il y avait beaucoup de Brésiliens. Les dimanches matins, on courait avec un de mes anciens profs, qui était un des associés de cette société dans laquelle où je me suis associé. Ouais. Donc j'ai racheté des associés. Et lui cherchait un partenaire plus jeune qui développe l'entreprise aussi.
Et on était très complémentaires, donc on s'est associés. On est resté associés pendant 10 ans. Et puis on a fait de belles choses, oui, par rapport à tout ça. Et donc, du coup, si j'ai bien compris, il y a cette histoire de loupe binoculaire qui traîne, on en vend 2-3 par an. Bon, voilà, tu prends le truc en main. Oui, j'étais même ça a démarré. Le premier mois, on m'appelle, on me dit il y a un dentiste dans le magasin, tu peux venir. Alors j'arrive, je lui dis qu'est-ce qu'il veut. Il me dit bah, il y a une valise là sous le bureau, tu peux regarder. J'ouvre la valise, j'avais même jamais vu le produit et je vends le produit. Et donc le dentiste me dit oui ça m'intéresse, je l'achète. Donc, et puis là tout le monde vient me voir en me disant tu l'as vendu. Je lui dis pourquoi vous ne le vendez pas d'habitude. Il me dit on n'y est jamais arrivé. Ah, donc tu découvres la Oui. loupe binoculaire à l'arrache. Tu Oui. sais même pas que tu vends ça. Non. Il y a une valise là. Et... Mm. Ah ouais, et du coup, tu te prends de passion pour ce produit si facile à vendre finalement. Non, alors après, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'après, on avait un stand au congrès dentaire. Donc c'était la dernière année où mon associé voulait participer parce qu'il perdait pas mal d'argent sur ce salon. Et là, on est allé avec un collaborateur et on a explosé les compteurs. Donc, on a dit, on va continuer. Donc l'année suivante, on a doublé notre chiffre d'affaires. Et puis l'année suivante, ça augmentait encore. Donc après, on s'est organisé différemment. Et moi, j'en ai fait un vrai business. Ouais. C'est-à-dire qu'en termes de... On a fait des études cliniques pour comprendre la vision sous les loupes binoculaires. On a mis un peu de scientifique dessus pour comprendre. Oui, mais c'est toujours ta curiosité, ça aussi. C'est la curiosité. Et puis c'est aussi... oui, quand je prends un nouveau produit, j'aime bien aller Le comprendre. Alors, un, le comprendre, et deux, aller au-delà du produit. C'est-à-dire que si j'ai pas de valeur, je suis un commerçant, je suis pas un fabricant. Donc, si un commerçant, il est Dans le facile. sens noble du terme. Oui, dans le sens noble, c'est-à-dire que j'achète et je revends des produits. Donc, je peux faire des C'est la adaptations. Voilà, c'est la base. C'est la base. Jusqu'ici, On tout est va d'accord. bien, on est bien. On est bien. Après, sur un produit, on peut se dire, je prends le produit et je le mets en distribution et j'ai rien à apporter en valeur ajoutée. C'est mon Ouais, mais toi, concurrent. tu cherches toujours à... Moi, je cherche toujours à comprendre, bien le produit, à bien l'analyser. Deux, quand je source un produit, je source plutôt des produits de qualité, c'est-à-dire qu'il y a une vraie histoire, il y a des vrais produits derrière, c'est posé quoi, sur le marché. Et ensuite, quelle est la valeur ajoutée que je pourrais avoir par rapport même aux fabricants ? C'est-à-dire que c'est ce qu'on a aujourd'hui sur le marché de la loupe ou du microscope opératoire. On a une réelle valeur ajoutée par rapport à nos concurrents, par rapport à nos fabricants. C'est-à-dire Sur la loupe, tu travailles avec quelle marque? sur la loupe, on travaille avec Heine Optotechnik, une marque allemande, et puis Zeiss. Zeiss pour les microscopes. Non, pour les loupes Pour aussi. les loupes aussi, Pour les d'accord. loupes. Et pour les microscopes, on travaille avec Zeiss, on travaille avec Leica, donc les deux marques premium du marché, et avec une troisième marque qui s'appelle Labomed, qui est la deuxième marque la plus vendue en Europe. Voilà, mais qui est moins premium. Mais Tu as une qui, gamme complète. mais qui permet d'attaquer le marché avec des Aujourd'hui, prix plus bas. tu es un généraliste, c'est-à-dire que tu as du premium et du moins premium. Mais... Exactement, il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Un vrai commerçant. Un vrai commerçant. Après, ce qui nous différencie beaucoup, c'est pour vendre un microscope, c'est pas compliqué. On peut acheter un microscope et le revendre. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est de former les gens. C'est-à-dire de dire si la personne achète un microscope, il n'a pas eu la formation, parce que les dentistes n'ont pas de formation. Donc il faut leur apporter le service. Ah, là, j'apprends aujourd'hui, à utiliser. toujours à aujourd'hui, quand je fais mon dentaire, que je sors dentiste, donc du coup médecin dentiste. Enfin, je sais pas Non, comment ça pas médecin. s'appelle. En Non. Suisse, oui, médecin. Oui, c'est pour ça que je suis un peu... donc dentiste, j'ai a priori jamais touché un microscope. Ou peu, alors un peu plus, parce que dans les universités, en 15 ans, on en a vendu quelques-uns dans les universités. Qui ont 15 ans, du coup. Il y en a qui ont 15 ans, il y en a qui sont plus récents, parce qu'ils sont livrés plus récemment, mais réellement, ils n'ont pas fait tout leur cursus sous microscope. D'accord. Donc, Il y a un vrai plus quand même. Oui, c'est-à-dire que Alors là, on va pas faire le vendeur, on va faire juste dire la réalité. La réalité, c'est quand on utilise un microscope opératoire, la taille de la dent, c'est en moyenne la taille de ma main, 10 cm. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'on va être beaucoup plus préservateur au niveau de la dent en travaillant sous microscope opératoire. Une fraise qui fait 2 cm. Pas les fraises à manger. Hein. Non, les fraises qu'ils utilisent. Voilà, on la voit, elle fait cette taille-là. Ah oui, c'est impressionnant. Donc ça veut dire la première fois, ça doit faire. Donc ça veut dire qu'on va être plus précis dans tous les gestes et on va pouvoir utiliser des instruments plus fins. Et donc on est plus précis.
On est moins intrusif ou abrasif, Exactement. ou je sais pas, je connais pas les mots. Mais il y a un bon exemple qui est la joaillerie. Moi, j'ai été convoqué, il y a Convoqué. ouais, il y a 15-16 ans chez Cartier International, puisque Cartier avait des problèmes de retour sur les pièces uniques, sur le sertissage, et toutes les pièces uniques qui venaient des ateliers de chez eux avaient des pierres qui sautaient, et les sous-traitants de Cartier, non. Et en fait, on avait équipé tous les sous-traitants avec des loupes binoculaires. Avec des loupes. Et donc, on n'avait pas du tout la même qualité produit. D'accord. Donc, on augmente énormément la qualité, quel que soit le métier. Ah oui. Donc, quelqu'un qui est très bon à l'œil nu, il devient incroyablement exceptionnel sous un système des loupes ou microscope. Ou microscope, quoi. Et du coup, cette histoire de formation, c'est intéressant parce que donc tu te mets à former les praticiens, dentistes, pas médecins. Alors moi, je forme personne. Pas toi, non, évidemment, mais en tout cas ton entreprise, et tu t'es organisé pour. Et juste, je reviens là-dessus parce que ça va boucler avec notre histoire de Laringe et du château, là où tu arrives dans le Chablais, parce que du coup, tu as besoin d'espace, toi. Moi, j'ai besoin d'espace. De salles de formation, en tout cas à l'époque. Oui, j'ai besoin d'espace, donc je cherche un local dans le Chablais. Je ne trouve pas de local dans le Chablais. C'était difficile, ça. Ça, c'était compliqué. Donc, je l'ai trouvé grâce à l'agence économique. Du Chablais. Voilà, sur le dossier, sur leur site web, avec les annonces. Bureau des locaux. Exactement. Donc, je trouve un local à Laringe. Je commence à installer mes microscopes à Laringe, un peu compliqué parce que c'est dans un château du Xe siècle. Avec au dernier étage. On est à l'avant-dernier étage. Les microscopes, ça pèse, ça prend de la place. Et dans les ascenseurs, ça passe pas forcément. Donc tout ça. Et puis on annonce que les formations, désormais, on les ferait à Laringe et plus à Paris comme on faisait précédemment. Et là, c'est le drame. C'est pas le drame parce qu'il faut, si on vend bien la région, qui est vendable a priori quand même. Hein. Oui. A priori. Hein. Il y a un petit peu d'hôtel, pas trop. Donc il y a un petit peu d'hôtel, je dirais. Il y a plein de choses à faire. Donc on arrive à faire venir déjà les formateurs. Parce qu'on paye des... parce que comme tu le disais, c'est pas toi qui formes. Non, on prend des gens qui ont 15 ans d'expérience, 10 ans, 15 ans d'expérience. Des vraies pointures. Des vraies pointures sous microscope. On commence à monter ces formations. Et puis, les gens viennent à Laringe. Les gens restent aussi plusieurs jours. Ils profitent du week-end pour rester. Il y en a qui sont une semaine au ski et puis après ils vont terminer sur leur formation. Donc on arrive à faire du tourisme d'affaires. Du tourisme d'affaires, tranquillement. À notre petit niveau. Enfin, quand même. Oui, on fait tourner les hôtels. Chaque année, tu faisais quand même venir... Oui, on faisait une centaine, on fait une centaine de chambres si on tourne bien dans l'année. Ce qui est bien. Ce qui est pas mal. Ouais. Et puis, ça nous a demandé des investissements. Donc, au départ, on a mis des fantômes, ce qui est autour de nous. Oui, donc, parce que, je précise pour ceux qui nous écoutent uniquement sur les plateformes de podcast, uniquement en audio, je précise qu'aujourd'hui, on s'est déplacé, on est à Évian, on est dans tes nouveaux locaux, on est dans ta salle de formation. Donc, on est entouré de microscopes, avec ce que tu appelles des fantômes, c'est-à-dire des espèces de crânes chauds. Des demi-bustes. Avec une bouche. Avec une bouche, et à l'intérieur, il y a des modèles, donc des modèles pédagogiques. Et puis, à chaque poste, on sait gérer, mais on a des turbines, on a tout ce qu'utilise un dentiste. Donc, il peut tout faire sur un fantôme. On peut faire de la chirurgie, on peut faire... Il y a quand même une anecdote sur les formations, moi, qui m'a toujours fasciné. C'est l'histoire des soutures et des cochons. Ah, ouais. En tuile cochon. Non, mais explique ça, parce que ça, c'est drôle quand même. Alors, sous un microscope, on peut tout faire. Avec un microscope, on peut faire tous les soins. Donc, on a des personnes qui font des sutures. Donc, c'est tout ce qui est fil en chirurgie. Oui. Et pour s'entraîner, donc, on utilise des feuilles de silicone, déjà, de latex ou silicone en premier. Ouais. Ensuite, des petits tubes en silicone qu'on va trouver dans les voitures télécommandées, la radiocommandée. Ouais.
Donc moi, je vais acheter des petits objets comme ça. Donc je source, je cherche des choses assez précises. Ouais, c'est précis là. Ouais. J'achète de l'aubergine aussi. Aussi, parce que c'est bien pour le. Parce que c'est pour bien. Le toucher en fait. C'est pour le. Alors le toucher, puis aussi pour faire des prélèvements de conjonctifs, comme si c'était en chirurgie. Et puis ensuite, on utilise des oreilles de cochon et des mâchoires de cochon. Voilà. Donc ça aussi, c'est compliqué parce qu'il faut les sourcer. Il faut que ça soit prêt, donc on a un congélateur, nous, avec des demi-mâchoires que l'on fait préparer, comme on l'entend. Donc je vais chez un boucher pour lui demander de me les couper de cette façon-là. Donc tu fais aussi travailler les bouchers pour tes formations? Je fais travailler les bouchers, les marchands de légumes, pour mes formations. Et le contact pour le praticien qui s'entraîne, c'est assez proche de l'humain finalement. C'est pour ça que... Oui, le cochon est assez proche de l'humain, et puis ce qui permet, on peut aller loin, on peut aller jusqu'à une pose d'implant. Sur une mâchoire de cochon. Donc l'implant, tu parles d'implant dentaire? D'implant dentaire, oui. Pas d'implant non. Capillaire? Par exemple. Non, ça se ferait. Ça se ferait. D'implant dentaire? D'implant dentaire, oui. Oui, donc la similitude est quand même avec l'humain est propre. Enfin, oui, c'est utilisé en fait dans les travaux pratiques, je dirais, d'un chirurgien. Ils utilisent le cochon, et puis après, il y a des possibilités de faire des travaux sur l'homme aussi. Sur cadavre. Donc ça c'est un autre... Ça c'est un autre domaine. Ça, tu n'en as pas dans ton congélateur. Ça c'est interdit. Ça. C'est interdit ça. Ouais. Ça il faut aller dans des endroits comme à Dijon. Ici il y a Dijon, il y a Paris, il y a des sites spéciaux. Et du coup donc ça y est, t'es installé dans le Chablais, t'es monsieur le Châtelain à la Ringe. Tu as ta salle de formation, tout ça c'est très sympa. Et comment est-ce que tu t'intègres au tissu local du coup? Alors qu'est-ce qui... Parce que là finalement tu arrives, tu es un parigot alors que tu l'es pas. Mais... Moi j'arrive avec une voiture immatriculée 75. Bonjour. Bonjour, à la douane on m'arrête à chaque fois. Vous allez où? Ça peut te faire. Et puis je connais personne, en effet, je connais personne. Donc on arrive de Paris. Et puis la famille de Stutz, donc mes propriétaires. Les propriétaires du château. Du château me présentent plusieurs groupes, je dirais. Donc, que ce soit le club de whisky, il y avait un club de whisky d'Évian. Si on est amateur de whisky, voilà. Ça c'est bien. Ce genre de et puis un jour, me propose de venir à l'Assemblée Générale du groupement des industriels du Chablais. Donc ça, c'est en 2008. Et donc je vais à l'Assemblée Générale, je vois plein de gens que je connais personne. Bah non, non parce que là tu es le nouveau. Là, je suis le coup, newbies, comme on dit. Exactement. et puis je passe la soirée avec des industriels, on me demande si je veux adhérer. J'ai dit oui, ça m'intéresse, pourquoi pas, ça me permet de connaître aussi un petit peu de monde. Et puis l'année en 2009, on me demande si je veux rentrer au conseil d'administration. Donc un an après, donc ça va vite. Un an après, alors je dis je veux bien, mais je vois pas ce que je vais vous apporter parce que moi je connais pas la région, je connais pas les entreprises, je connais pas les restaurants. Je peux vous aider sur des idées, mais je trouvais que j'avais pas grand chose à apporter. Puis j'étais au conseil d'administration, je participais à toutes les soirées. Je crois que j'ai pas dû rater beaucoup de soirées depuis le 2008. Non, j'ai ton calendrier sous les yeux. D'ailleurs, effectivement. Oui, tu en as loupé une en 2009. Oui. Et puis, à un moment donné, ils m'ont dit, Christophe Aguetas était président. Et puis, Christophe Aguetas, qui est aussi évidemment entrepreneur. Qui est entrepreneur, c'est Plantaz Peinture. C'est ça, à Thonon. C'est une jolie entreprise, ça aussi. Oui. Tout à fait. Et puis Christophe est très engagé au niveau des associations, puisque c'est aussi le trésorier de la Maison des Arts. Et loisirs. Du Léman. Du Léman. C'est ça le nom complet? Maison des Arts du Léman. Mais, voilà, d'accord. Il y avait un L de trop. Et puis, je crois qu'il m'avait proposé. Moi, je dis non, je suis pas légitime. Moi, je suis pas d'ici. Pour le conseil d'administration. Pour même la présidence. Direct. Oui, 2 ans après, quoi. Et donc ça, pour moi, ça jouait pas. Et la présidente qui a été fléchée était Laurence de Folie. Donc Laurence de Folie qui travaillait pour une entreprise, dans son entreprise de menuiserie PVC. Tout à fait. VMA, oui. Ça s'appelait à l'époque. Et donc Laurence a pris le GIC en main. On a beaucoup travaillé, moi j'étais au conseil d'administration, on a beaucoup travaillé ensemble. On a mené un très beau site web avec une entreprise avec une petite à la pointe.
à la pointe des Alpes, à Impactu, avec toi. C'est vrai. Donc on a développé ça et Laurence n'a pas voulu renouveler son mandat et a tout fait pour que je me retrouve président. Donc ça a été Donc, tu t'es mon retrouvé premier mandat. président. Je me suis retrouvé président. Et depuis lors, tu as amené, évidemment, chaque président ou présidente amène quelque chose à une association de ce type-là. Toi, tu as amené des choses, évidemment, mais tu as été plusieurs fois président. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que sur le groupement des industriels du Chablais, la présidence, c'est 2 ans. Ouais. Et ça change, évidemment, tous les 2 ans. Ça change tous les 2 ans et on ne fait pas 2 mandats de suite. Non. Donc ce qui est Qui bien. n'est jamais arrivé. Ce qui n'est jamais arrivé. Moi, j'ai fait 2 ans. Ensuite, il y a eu un président qui a 1 an, parce qu'il est parti de son poste, donc il a dû être remplacé. Il a été remplacé, Eric. Ouais. Ensuite, il y a un autre président. J'ai fait 2 ans. Et puis là, je fais mon 3e mandat là, de en président. 2021, tu es Voilà. dans ta première année de mandat. Entre-temps, quand j'étais pour ma 2e présidence, ou ma première présidence, donc j'étais encore président du GIC et on m'a fortement poussé pour devenir président de l'agence économique Du Chablais. Donc à un moment donné, j'avais les 2 casquettes. J'étais à la fois président du GIC et à la fois président de C'est pas la même chose, économique. Le groupement des industriels du Chablais et l'agence économique du Chablais, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Les gens, bien souvent dans le grand public, ont l'impression que c'est la même chose, mais pas du tout. Il y en a un qui émane de l'autre. Les deux sont solidaires, mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. On a l'adresse du groupement et celle de et la même que celle de l'agence. C'est ça qui. Voilà, c'est juste le courrier, quoi. C'est juste le courrier. Pour ceux qui ont une double cotisation, ils en vont au même endroit. Voilà. Mais c'est tout. et donc du coup, cette implication dans le tissu économique local, ça t'a permis, alors. Je dirais pas tant de faire des affaires parce que finalement tes clients, tes clients sont pas présents dans ces groupes. Moi, mes clients jusqu'à il y a 1 an, j'avais aucun client ou quasiment aucun dans le Chablais. J'ai quelques chirurgiens dentistes qui sont équipés de microscopes opératoires sur le Chablais, mais je dirais ma clientèle, moi, c'est la France, c'est les dom-tom. Donc, jusqu'à mars 2020, c'était une entreprise extrêmement nationale, puisque tu vends partout en France. Oui. Quasiment, tu m'arrêtes si je me trompe. Alors en France, et puis en 2015, on a monté une structure en Suisse. Oui, voilà. Donc, une structure en Suisse pour pouvoir vendre en Suisse. Et, voilà. Mais tu es vraiment national. Oui, voilà. tout à fait. Et en mars 2020, il y a un problème. Houston, mondial. Houston, on a un problème. Oui, et du coup, toi, tu es quand même organisé avec un modèle économique qui est assez ancien. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que tu as des commerciaux, toi-même, tu es en représentation assez souvent, notamment dans des salons, notamment dans des choses comme ça, pour présenter tes produits, expliquer ce que tu sais faire, c'est-à-dire les plus-values de telle chose. Mais ça, c'est des choses qui sont extrêmement physiques. C'est du face-à-face, en général, avec tes clients potentiels. Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. Je prends un petit temps pour poser les choses, parce que depuis tout à l'heure qu'on a commencé, je te présente comme quelqu'un qui a une faculté de rebondir et d'entreprendre. J'ai envie que les gens qui nous écoutent et qui te découvrent à travers ce portrait découvrent ce que c'est que la résilience, parce que ça c'est un mot qui est à la mode, mais découvrent ce que c'est que de se retrouver avec une entreprise où on a 5 ou 6 salariés, je ne sais plus combien vous étiez à l'époque, combien vous êtes toujours d'ailleurs, et que du jour au lendemain, on ne peut plus prendre un rendez-vous et on ne peut plus prendre un rendez-vous pour vendre quelque chose. Explique-moi cette anecdote, moi, qui me fait rire, mais c'est pas vraiment, aujourd'hui elle me fait rire, mais on est le 17 ou le 18 mars, on est en avril 2020, donc, t'en es où au niveau du chiffre d'affaires? Alors, nous, on clôture au 30 septembre. Donc, 30 septembre chaque année. On fait peu de chiffre d'affaires en octobre, habituellement. On fait peu de chiffre d'affaires en novembre, du moins sur les 15 premiers jours de novembre. Ouais. Et on explose notre chiffre d'affaires sur 4 jours.
qui est normal, congrès parce qu'on a un dentaire. congrès dentaire. Ouais, enfin, Et ensuite, on enchaîne congrès de dermatologie, un nouveau congrès dentaire. Donc, on enchaîne bon, tout jusqu'à ça, la fin ça de l'année. s'enchaîne. Mais tout ça, c'est du présentiel. Et ça, c'est À du l'époque. présentiel. Et en 2019, si vous vous souvenez bien si tu te souviens bien de ce qui s'est passé en 2019, on avait les gilets jaunes, Ouais. les manifestants, les grèves de train, donc les congrès. Oui, c'était un peu compliqué. C'était compliqué. Moi, sur mon marché aussi, c'était compliqué parce que j'avais des nouveaux entrants, des concurrents assez forts qui arrivaient. Donc, on était un peu déstabilisé déjà depuis quelques mois. Et fin février, mon chiffre d'affaires, moi, on était à moins 22%. Donc, déjà, ça démarrait mal. Fin février 2020. Fin février 2020. Donc, c'était déjà mal engagé. On était très mal engagés. Nous, on prend les locaux. Parce qu'en plus, tu es en pleine période de déménagement. C'est Alors, ça, tu pars de Laringe, parce que on tu as est- acheté tes locaux à Évian. On est au Matéron, quartier des Matérons à Évian, là, au centre du Chablais. ouais, plein centre. Ça va faire plaisir à tout le monde. Non, évidemment, on est à Évian, quartier des Matérons. Donc là, On t'es n'a en pas plein... dit la ville-centre. Hein. Non. On a On dit est le à- centre du Chablais. Centre du Chablais. On est en plein déménagement. Toi, tu es déjà à moins 22%. Je suis à moins 22%. Je viens de racheter un bâtiment. Je viens Ouais, de faire des travaux. ouais, t'es bien là. J'ai investi dans des fantômes, Oui. des simulateurs Les fameux. hydrauliques, donc un petit peu cher. Je dirais c'est le prix tout ce que j'ai là, c'est le prix d'une jolie voiture, hein, les fantômes. Et puis, on déménage, on installe les fantômes le dimanche, je crois, Le 10 mars. le 9 mars. Le 9 mars. Le 9 mars et le 11 mars, confinement, les dentistes sont fermés, donc on ne peut plus accéder au cabinet. Donc on utilise un chômage partiel, j'irai toutes les mesures. Et puis là, sincèrement, je me suis posé la question, j'ai dit, purée, on ne va jamais s'en sortir. C'est-à-dire, on ne va jamais s'en sortir parce que avant qu'un dentiste rachète un microscope opératoire, parce que c'est pas il peut s'en passer, puisqu'il y en a qui ont travaillé des années, même une carrière entière sans utiliser cette machine, il va passer beaucoup d'eau sous les ponts. Donc je vais peut-être mettre 1 an, 6 mois, 1 an avant de revendre des microscopes opératoires. Et c'est quand même mon modèle, il était basé sur... À l'époque, j'étais monomarque et j'étais... Et tu visitais des clients. Et je visitais des clients. Donc on avait le jour du confinement, je me retrouve avec des palettes de partout pour installer ici. Je reçois un tas de courriers comme ça de tous les microscopes qui sortaient d'usine que je ne pouvais pas installer. J'ai reçu un jour, je crois, 300 000 euros de facture. Voilà. Donc je dis, ça c'est fait. Bon. Super. Ouais. Et les microscopes, on ne pouvait pas les installer. Et tant que parce tu qu'on les n'avait installes pas, tu les factures pas. Exactement. Mais toi, ton fournisseur te les avait déjà Facturé, facturés. Ils avaient tout sorti d'usine C'était au logique. moment du confinement, super. Et là, je dis, soit je change de modèle, soit je pense différemment, et j'ai une chance de survie, soit je continue, et je vais dans le mur. Donc autant arrêter tout de suite. Ouais. Donc j'ai dit maintenant, qu'est-ce que je peux trouver, pour essayer de sortir de cette impasse. Et donc je me suis inscrit, moi, en dentaire, il y avait énormément de conférences gratuites, sur des webinaires de conférences sur YouTube. Donc je me suis inscrit à beaucoup de conférences, tous les jours, j'en faisais 2, 3, pour déjà écouter mes clients, parce que j'ai beaucoup de clients qui font des dentistes qui faisaient des conférences, donc je comprenais ce qu'ils faisaient un peu plus, pour me mettre update un peu sur tout. Ouais. On a formé le personnel aussi sur des révisions de produits, des choses comme ça. Et puis j'ai commencé c'est le début où quand Zoom est sorti, là, j'ai commencé. Zoom existait depuis longtemps. Ça existait depuis longtemps, mais on en avait plus parlé parce qu'on n'avait jamais entendu parler. Donc j'ai pris un abonnement et puis j'ai commencé à utiliser ça et puis en disant tiens, c'est sympa. Et puis dans ces conférences, j'ai compris en discutant parce que j'avais beaucoup de clients aussi avec qui on discutait, tout le monde avait le temps, puisqu'ils ne travaillaient pas. Et donc on avait le temps, et j'ai compris très vite que la problématique du Covid, c'était un problème d'air.
Donc la transmission par l'air. Donc là, j'ai ressorti c'est une collaboratrice qui m'a soufflé, elle m'a dit tiens, tu le sais, Pas trop près, j'espère, parce que pas trop près. distanciation, hein. Elle me dit tu devrais ressortir ce dossier-là, c'est vrai, et elle avait raison. J'ai ressorti le dossier, je me suis aperçu que les produits qu'on nous avait proposés à l'époque, c'était pas terrible. Donc j'ai mis de côté, et puis j'ai essayé de sourcer un pour le produit. traitement d'air, hein, Pour c'était pas terrible. un produit, oui, c'était pas terrible par rapport au Covid, parce que le Covid, il est très fin, il est tout petit, il fait entre 120 et 150 nanomètres, et donc il faut des filtres ultra performants, donc c'est HEPA 13. Qui le retiennent, HEPA 13. Ouais. Et ou HEP, oui, c'est minimum, c'est HEPA 13 à 100 nanomètres. Donc tu cherches. Donc je cherche, et puis le 2 avril, je tombe sur... C'est précis, hein. Ah oui, c'est précis. Je tombe sur une société dans la vallée de l'Arve qui annonce une ultrafiltration. Donc c'est un major distributeur, et on a dealé ensemble. Donc on travaille à un produit qui est fabriqué à Nantes aujourd'hui. Français. Qui a toutes les certifications possibles et imaginables sur sa capacité de filtrer. Oui, et puis qui est devenu, qui est un produit lauréat de la French Tech, qui est derrière, il y a Airbus Industries qui fait l'aérolique. Oui, donc un très bon produit. C'est un très très bon produit, et donc ça c'est je sais pas si il y a de la chance ou on provoque la chance, mais à un moment donné, il faut aussi, si on cherche vraiment des choses, on arrive à trouver ce genre de choses. Et puis ce produit, c'est devenu la référence mondiale, puisqu'en 2020, quand il ne se passait rien en Chine, les Chinois achetaient ce produit pour les chambres de Wuhan, des hôpitaux du Wuhan. Aujourd'hui, ces hospices civils de Lyon, il y a 120 chambres Covid équipées de ce matériel. Donc c'est très large. Et sur le marché dentaire, quand on l'a lancé, nous, le 15 avril, et là, ça a été un flux de téléphones constant, infernal, parce que je dirais, on avait 300 clients à rappeler en 2 heures, quoi. Donc ce que tu es en train d'expliquer, c'est que si tu as été resté à ton bureau et à te lamenter sur le fait que des microscopes, tu n'en vendrais pas d'autres avant plus d'1 an, si tu n'avais pas provoqué la chance, comme tu le dis, en tout cas cherché une porte de sortie, tu n'en aurais pas trouvé. J'en aurais pas trouvé. Alors ça c'est sûr, c'est exact. J'en aurais pas trouvé. Après, je dirais on a travaillé sur plusieurs axes. C'est-à-dire que moi j'ai pensé que c'était l'air. Après sur la protection individuelle, on a essayé de faire des projets. On a fait un projet avec ASL Publicité à Thonon. Une entreprise de Thonon. Oui, de Thonon. Donc avec Yvan Lamourette, on s'est calé qui a des capacités à travailler le plexiglas. Qui travaille le plexiglas, qui travaille le bois. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était le plexiglas. La difficulté, c'était d'avoir la matière première à l'époque, parce que tout le monde se l'arrachait. Pénurie, et puis on a fait un modèle, de protection pour microscope opératoire, qui est très intéressant. Ouais, qu'on voit là sur... voilà, oui, c'est ce qu'on voit sur la droite. Et ça, on l'a mis au point en une journée, commercialisation 2 jours après. Ouais. Donc c'est super rapide, et il faut être réactif et agile. Et donc ça, et puis ensuite on a travaillé aussi sur les surfaces, décontamination de surface. Voilà. Et ça c'est important, ce que tu dis, j'ai compris. Et c'est bien, je te félicite. Merci. Mais on a compris le principe, et cette histoire de purification d'air et de nettoyage de surface, c'est top, tu as trouvé de quoi rebondir. Mais tu as été encore plus, je dirais, entreprenant. Parce que du coup, quand tu as vu ce digital entrer dans ton secteur, sous tes yeux, tu t'es dit que finalement, peut-être même que le business model ancestral du vendeur de quoi que ce soit, c'est-à-dire se déplacer chez le client, peut-être même ça, c'était remis en cause par Covid. Oui, c'est exact. Et du coup, tu t'es aussi à nouveau formé au digital un peu plus. Non, ouais. Et tu t'es monté carrément un setup de youtubeur. On peut le dire, enfin, clairement. C'est vrai. Pour faire des présentations sur tes microscopes que tu pensais ne plus revendre avant. Alors, oui, on a dit au mois de mai, je crois, oui, c'est avril ou mai. Mai 2020. 2020, j'ai dit à force de vente, plus jamais vous ferez un premier rendez-vous avec un prospect
en Donc face un à futur face. client ou pas. Ouais, en face à face. On va présenter les microscopes en digital. Et les gars, ils te regardent là, ils te disent ouais, c'est bon. Cette fois, il a pété un câble. Ouais, c'est bon. Ouais, là, Il a rien compris. du creux, là, il Ouais. est fou. Et Ouais. j'ai dit, donc on a discuté, je lui ai dit, qu'est-ce que tu présentes? Parce que nous, un microscope, on ne peut pas aller chez un client avec un microscope opératoire. C'est trop compliqué. Là, aujourd'hui, c'est... Dans la salle, sur les microscopes qui sont autour de nous, il y en a 3 où il me faut un camion avec un rayon. Donc déjà, le coup, si je dois aller... juste pour montrer le microscope. À Saint-Hilaire-du-Harcouët et montrer un microscope, ça devient compliqué. Oui. Ou ailleurs. Ou ailleurs. On n'a rien contre ces gens-là. J'aime bien, mais c'est loin. C'est loin. C'est beau, mais c'est loin. Donc sur un plan économique, c'est compliqué. Sur un plan aussi responsabilité par rapport à l'environnement, c'est pas terrible non plus. Donc j'ai dit, on pourrait très bien imaginer de montrer les microscopes à distance. Et là, à nouveau, l'équipe te dit, ok, il est complètement fou. On fait partie, nous, d'une association qui regroupe tous les distributeurs et importateurs en dentaire. Et dans ce cadre-là, ils proposent une formation. Je reçois une formation vente à distance. Bon. Donc moi, j'inscris tout le monde. Ouais. Formation vente à distance. On va regarder. On fait ça en juillet, on fait ça en août. Donc on a eu 2 sessions de 3 jours. Et puis on a commencé à réfléchir comment on pourrait travailler le microscope. Et on s'est lancé entre les 2 sessions à présenter un microscope à distance. Donc moi avec des webcams que je posais qui étaient en HD. Un peu branlante en HD, j'avais pas d'éclairage, je dirais c'était un peu compliqué. Pas de filtre beau gosse. Enfin, ouais, on prépare. Donc le principe c'est qu'il y a le commercial est présent, est en ligne chez lui ou chez lui. Et moi je suis ici dans ma salle, dans ma salle qui me sert de showroom, qui faisait pas de chiffre d'affaires à l'époque. Non, tout est arrêté. Plus de formation. Et puis le client est chez lui. Donc la première fois, la personne n'arrivait pas à démarrer sa vidéo. Donc on se retrouve face à un écran noir. Bon. Donc c'était un peu compliqué. C'est compliqué. Après, le commercial avait fait tout un scénario en disant on va démarrer comme ça, question ouverte, etc. Il pose sa première question, ça tombe à l'eau. Déjà, et on se retrouve dans un truc. 3 heures après, je termine la présentation, j'en pouvais plus. En nage, compliqué et tout. J'ai dit bon, il faut qu'on progresse. Donc, mais bon, c'était intéressant. Mais oui. Et derrière, on avait les formations. Donc, on avait le coach qui nous aidait en disant vous avez ça, il faut séparer, il faut pas en demander trop. C'est-à-dire, on peut pas faire sur on peut pas faire des séances de 3 heures. Déjà, c'est pas possible. Et ensuite, on peut pas tout déballer sur une séance. Donc, on a scindé notre stratégie. On a scindé en petits scénarios. Et puis on a commencé j'ai dit il faut améliorer le setup. Donc en effet, j'ai acheté des sliders, j'ai des éclairages, un fond vert, j'ai un fond vert et un fond bleu. J'ai les deux. J'ai un prompteur, donc pas mal de choses. Et on a commencé donc on travaille aussi avec des caméras 4K parce que ça c'est hyper important. Qualité, il faut être bon en image, il faut être bon en son et il faut être bon en éclairage. Donc j'ai travaillé sur tous ces points. Et puis aujourd'hui, on en fait beaucoup. C'est-à-dire que moi, je suis plus vissé ici au bureau parce qu'on a quand même beaucoup de démonstrations à faire. Plus que ça. J'en fais beaucoup. Ouais. Et on a des résultats, mais qui sont au-delà de nos espérances. C'est-à-dire que jamais on n'aurait imaginé. Et aujourd'hui, les commerciaux, ils se posent plus de problème. C'est-à-dire qu'ils ont un prospect, on va leur faire une séance en webcast. Moi, j'appelle ça le webcast selling parce que ça n'existe pas, ce genre de choses. Mais donc, quand il y a un an, le 9 ou le 10 mars 2020, tu te dis je ne revendrai pas de microscope avant 6 mois à 1 an. C'est ça que tu te dis. Oui. Aujourd'hui, on est en mars 2021, quand on enregistre là. Pas dit que ça sera diffusé demain, mais on est en mars 2021, donc ça fait 1 an. Ouais. Tu commences à revendre depuis quelques mois des microscopes, mais est-ce que tu t'étais imaginé les revendre de cette façon-là? Non. Voilà. Ah non. Et puis on se rend compte que finalement, notre gros passage, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le congrès dentaire. Donc, Et ça n'existe plus.
Alors, ben, en En 2020, tout cas, à 2020. en 2020, on l'a payé, mais on n'a Voilà. pas. Il a été reporté en T'as 2021. des réclamations à faire. Non, il s'est reporté. C'est Donc on reporté. a déjà payé 2021, Bon, mais tout le souci, c'était de dire comment je vais arriver à compenser mon chiffre d'affaires du congrès sans être sur un congrès, parce que j'ai fait 0 congrès de dermatologie. donc tu as essayé des congrès en ligne, tu as essayé des choses comme on ça a essayé, on a pris des stands avec virtuels. des succès mitigés. Alors le stand virtuel, il y a des stands où on peut contrôler les personnes et puis le circuit qu'ils vont faire sur le stand. Donc on peut prévoir des choses et faire venir. Oui, enfin, c'était pas l'euphorie. Mais c'est compliqué parce que les gens qui vont au virtuel sont des curieux et sont pas des gens, ça débouche pas sur du vrai prospect. Les leads sont pas bons. Et puis ensuite, on en a eu en dermato où là, on n'a même pas accès aux adresses mail des gens qui venaient sur le stand. Donc là, ça sert à rien, c'est de la vitrine, quoi. Bon. Donc ça, on a testé. On a fait 3 stands virtuels comme ça. Donc les résultats, c'est pas terrible. Et puis après, on a développé toute cette partie à distance. Webcast selling. Exactement. Et là, aujourd'hui, bon, tu es quand même sur des prévisions et un enthousiasme. Alors, on a limité la casse parce qu'au 30 septembre, on a terminé à peu près à l'équilibre par rapport à l'année avant, quoi. Comme Donc, tout le monde. Donc, on s'en est pas trop mal sorti en termes de chiffre d'affaires. Bon, après, c'est une année compliquée, c'est une année même très compliquée. Là, on est reparti très fort. Sur de bonnes bases. Très, très fort, puisqu'on est sur des équivalents d'il y a 2 ans. Donc on est plutôt fort. Même, donc on est en pleine croissance aujourd'hui. Il faut gérer plus la croissance que l'année dernière. Ouais. Donc ça change on a changé de tout au tout, quoi. Donc ce qui est intéressant dans ce que tu me dis, tu valides ou pas ce que je vais faire, parce que je vais faire quelque chose de très... je vais résumer ta pensée, qui est comme on s'en est rendu compte un peu... Je ne suis pas John Malkovich. C'est qu'il faut être curieux ouais. devant toute chose. Premier point. Deuxième point, quand une source se tarit, il ne faut pas hésiter à en chercher une seconde, voire une troisième. Et il ne faut pas avoir peur de switcher. Tu n'as pas switché 360 degrés ou 180 degrés, parce que tu restes tout à fait dans ton domaine d'activité de prédilection, c'est-à-dire l'optique. Mais tu as switché ta façon de faire, clairement. Oui, alors après, je switch, et puis il faut être agile. C'est-à-dire il faut être super agile. C'est-à-dire moi, j'avais un patron, mon patron chez Essilor disait... Mais c'était il y a longtemps. Il y a longtemps, mais il a dit à un congrès en Afrique, il a dit aux opticiens, sachez qu'on sera toujours agile. Si on n'est pas agile, on n'a pas lieu... Une PME pas agile, on n'a pas lieu d'être. Moi, c'est ancré, ça. Agile, ça veut dire être réactif. Il faut être réactif. Aujourd'hui, moi, depuis... 1 an, je lâche rien. C'est-à-dire qu'on était monomarque avant Covid. On a 3 marques du microscope. On a aujourd'hui... Tu ne faisais pas de purification d'air. Je faisais pas purification d'air, j'ai purification d'air. J'ai des systèmes UV pour les surfaces. Et là, on a lancé en Suisse de la réalité virtuelle pour faire de l'hypnose thérapeutique. Donc ça aussi, c'est les hasards. En vendant un microscope, on est tombé sur ce produit-là. Le marché suisse était libre. On a signé un contrat d'exclusivité en 3 jours. Parce que les dentistes, notamment en Suisse, mais aussi en France, je crois. Enfin, pas chez le dentiste, moi. Mais... non, bah non. Croient beaucoup à ça, à l'auto-hypnose. Alors c'est pas croire, c'est utilise. Utilise. Croire, quand je dis croire, c'est pas une croyance. C'est-à-dire que l'hypnose thérapeutique a fait une grosse arrivée même dans les blocs opératoires, puisque c'est utilisé en neurochirurgie à Brest, ils opèrent sous hypnose. Et donc c'est utilisé dans les blocs opératoires, c'est utilisé chez des chirurgiens dentistes pour détendre les personnes avant le soin, après soin et pendant le soin. Et donc toi, tu as trouvé quelque chose qui s'apparente à ça, avec de la réalité virtuelle, en gros, avec des masques. Avec un masque, oui, de chez Pico. Donc d'ailleurs, Vincent, notre producteur, a essayé ça. Tout à fait. Il s'est endormi. D'ailleurs, il dort encore, là. Faites quelque chose, réveillez-le. Mais non, je suis tombé sur... et c'est super intéressant parce que je suis tombé sur une start-up parisienne qui est dans la station F de Xavier Niel. Donc dans l'Institut du cerveau. Ce sont des jeunes qui ont... c'est une belle histoire parce qu'un des 3 associés dessinait des dessins en 3D pour
pour sa grande tante qui avait un Parkinson, une maladie de Parkinson, et ça la détendait. Et pendant ses études, il a découvert la réalité virtuelle. Ouais. Ils ont monté une start-up. Et elles ont 3 ans d'existence. Ils sont 9 aujourd'hui, déjà. Ah ouais. Et ils ont créé à l'intérieur du casque de réalité virtuelle des programmes où on va se balader en montagne, on va se balader au bord de mer, dans la forêt. Et ça détend. En tout Et cas, ça détend. Ça détourne l'attention. Exactement. Donc on est en train de lancer ce produit-là sur Suisse. Je pense qu'on va aussi arriver, si on passe pas tout de suite, on sera peut-être en France aussi. On est en mars 2021, je pense que ton épisode passera tranquillou bidou mars 2023. On sera, j'espère, en France. Mais c'est un produit qui accompagne beaucoup nos autres produits, puisque ça permet de détendre la personne. Bien sûr. Et quand le dentiste travaille, en plus sous microscope, si la personne est détendue, c'est encore mieux. Donc il ne faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Donc on ne lâche rien. Et c'est un peu la leçon que tu as essayé de nous donner depuis presque 1 heure. Et je te remercie beaucoup, Philippe Ducreux, président du groupement des industriels du Chablais, je le rappelle, et chef d'entreprise. Merci de nous avoir bien accueillis et à très bientôt. Merci Michel, à bientôt.